Bonjour à tous, bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau numéro de Club Culture. Au programme, l'Union franco-russe à la chapelle Saint-Lazare. Jusqu'au 18 juin, les artistes Yvon de la Vouillette et Mirsha Parchikov exposent des œuvres de peinture et d'art plastique, d'art contemporain. Caligula, c'est le nom de la nouvelle pièce de la troupe théâtrale La Galerie, une adaptation de l'œuvre d'Albert Camus à découvrir les 19, 20, 21 et 22 juin prochain au théâtre du Champ de Bataille à Angers. Alliance franco-russe à la chapelle Saint-Lazare à Angers jusqu'au 18 juin. Vous pourrez découvrir les œuvres des artistes français et russes Yvon de la Vouillette et Mirsha Parchikov, une soixantaine d'œuvres de peinture et d'art plastique. Le titre de l'exposition, Entrée dans l'esprit contemporain franco-russe. Pour nous en parler, pour nous parler de cette collaboration artistique, nous recevons Yvon de la Vouillette. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, Yvon de la Vouillette, pourquoi ce nom? Parce que là où j'habite, à Saint-Martin-du-Fouillou, ça s'appelle La Vouillette. Et qu'est-ce qui s'appelle La Vouillette? La Vouillette, c'est un mot d'origine des Mauges qui veut dire entonnoir. Donc voilà, on avait baptisé notre endroit La Vouillette. Et quand il a fallu prendre un pseudo de peintre, j'ai choisi Yvon de la Vouillette. Alors, parlez-nous de cette collaboration avec ce grand artiste qui est Mirsha Parchikov, donc un Russe qui a derrière lui 300 expositions internationales. Comment comment êtes-vous venu à collaborer avec lui? Alors c'est tout d'abord une histoire d'amitié entre la fille de mon garagiste qui habitait en Russie et moi-même, avec qui on s'était fait un deal si tu me trouvais une expo là-bas en Russie. Et son mari ayant été muté à Novosibirsk, étant dans l'enseignement dans une école qui enseigne justement l'art plastique, elle a présenté justement mon site web à l'école et très vite ils ont été emballés parce que je démontrais ma manière de peindre. Donc ils se sont mis en rapport avec moi en me demandant si je voulais bien venir donner mon savoir-faire aux enfants. Chose que j'ai répondu spontanément et ils m'ont payé le voyage. Donc en 2013, je suis allé 13 jours dans cette école Sofia à Novosibirsk pour donner mes connaissances picturales à ces enfants-là. Ça arrive pas souvent qu'un artiste vienne faire part de ses connaissances picturales? Non, et puis j'ai un peu cette folie en moi qui fait que c'était un challenge. J'ai toujours eu cette passion du jeu avec la pression de l'enjeu. Je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas le russe, que le patois et l'humour angevin. Mais je pense qu'avec le sourire et puis le désir et l'envie, il n'y a pas de frontières. Donc Novosibirsk, 3e ville de Russie, à 3500 km de Moscou. Donc c'était un tout autre univers que celui d'Angers. Complètement, et si je suis ouvert à la communication et à la découverte du monde, je pense que le dernier pays que j'aurais fait, c'est bien la Sibérie. Mais comme je fais toujours tout à l'envers, je commence par Novosibirsk, voilà. Et qu'est-ce que vous retenez de ces échanges avec ces enfants? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup donné à ces enfants parce que d'abord, ils avaient vraiment envie d'apprendre. Et je m'étais fait un petit peu l'ambassadeur, j'avais été voir une madame Piétin qui était à la mairie d'Angers pour avoir ce rôle d'ambassadeur, pour bien vendre déjà ma ville d'Angers que j'aime et auquel je suis fier, et la présenter justement à ces enfants au-delà de la peinture. On y vient à l'exposition actuelle, est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots? C'est un échange puisqu'ils m'ont invité au printemps, au mois d'avril, là pour une expo où là ils m'ont vraiment très très bien reçu puisque humainement et avec beaucoup de chaleur. Et de là est né un projet. Invitons-nous les uns les autres, échangeons nos compétences. Donc, en retour, j'invitais Mirsha Parchikov, justement, pour cette exposition à la chapelle Saint-Lazare. Et c'est quoi l'esprit contemporain franco-russe? C'est le nom de l'exposition? C'est le nom de l'exposition parce que lui est un plasticien et architecte plasticien, donc pas facile à comprendre toujours ses œuvres. Et moi, je suis simplement un peintre qui fait de l'abstraction, et marier les deux, il y avait une petite communion et une communication pour exprimer justement nos œuvres. Les œuvres qu'on voit à l'antenne, donc du noir, du rouge, du blanc, des formes géographiques. Donc on retrouve le métier de Mirsha à travers ces œuvres.
Oui, je dirais pas géographie, je dirais géométrique parce Oui, que on est géométrique. dans les ronds, les carrés, les triangles. On retrouve Ouais. son rôle d'architecte. Alors, par contre, je ne savais pas trop ce qu'il allait m'amener puisque ça venait dans sa valise. Et bah, il m'a fallu composer autour de ça, ce qui fait que depuis avril, je peignais jusqu'à 2 heures du matin tous les soirs pour pouvoir essayer de construire ces 14 toiles et essayer de faire une expo en pleine communion ensemble. En pleine communion, mais on voit tout de même que ce sont des œuvres totalement différentes. Ah, complètement, oui. C'est un univers à Alors, côté. on a vu la toile tout à l'heure avec le petit nounours. C'est mon fétiche, c'est Ah ouais. mon copain sibérien. Je l'ai pendu avec des pinces à un fil. Et ce que je peux retenir de ces rencontres, c'est que le rouge que j'aime, que j'adore vraiment comme couleur, bah, ça déteint sur moi. Et puis, bah, c'est en pleine harmonie dans cette exposition. Donc les thèmes, concrètement, quels sont-ils de cette exposition? Alors, les thèmes, beaucoup de géométrie. Même moi, je suis rentré, a fallu que j'image ma démarche. Je l'ai fait avec un globe autour de mon clown. Et je suis parti justement sur ces bulles, sur ces globes. J'ai fait une conférence à l'Alliance française. Donc l'Alliance française, c'est un anneau, c'est une bague, c'est encore des cercles. Donc je suis resté, moi aussi, dans cette géométrie. Et d'où est-ce qu'elle vient, votre inspiration? Est-ce que, avant d'entamer une œuvre, est-ce que vous avez une idée en tête ou est-ce que vous improvisez totalement? J'improvise totalement. C'est-à-dire que mes 5 premières années en tant que peintre, j'étais sur le figuratif. Donc là, on démarre avec une image devant soi ou une image dans la tête. Alors que l'abstraction, bon, on se présente à une toile et on ne sait pas trop où on va. Est-ce que je prends une toile carrée? Est-ce que je prends une petite? Est-ce que je démarre avec du noir? Est-ce que je démarre avec la truelle? Donc voilà, c'est toute cette aventure et cette démarche qui est magique. Et puis bah, j'y ai joint le thème des bulles et puis allons-y. Donc en fait, vous devenez peintre un petit peu par hasard et tout a commencé il y a 14 ans seulement, j'ai envie de dire. Voilà. Tout a commencé. Alors j'avais fait de la peinture sur corps et sur visage avec un photographe et on avait fait les Floréales d'Angers à cette période-là et puis au Canada. Et puis j'ai arrêté cette peinture sur corps parce que voilà, hein, et je m'étais dit un jour je peindrai sur toile. Donc ça a démarré en 2001 et je trouve que maintenant ça va très vite, les étapes se grillent un peu, donc il faut que je prenne un petit peu de recul et puis pour bien vivre tous ces moments. Racontez-nous un petit peu le quotidien dans votre atelier de peinture. Comment se passe votre travail? Comment est-ce que vous vous y prenez pour élaborer vos toiles? Alors, je suis un Gémeaux, donc déjà, c'est l'emblème un peu de la folie. Je suis complètement désorganisé par rapport à ça. J'arrive pas à me concentrer pour peindre, par exemple, tous les après-midi, parce que j'ai 2 hectares et demi de terrain, donc il y a beaucoup de travail dans ma propriété. Et puis, par contre, j'aime énormément me retrouver dans des situations comme là où j'ai un ultimatum de 2 mois pour travailler. Donc là, je me mets dans mon cocon et j'y bosse tous les soirs. Et puis là, bah, c'est parfait. Et puis vous peignez pas qu'au pinceau, on le voit sur ces images? Alors ça déjà, je ne peins plus au pinceau maintenant, ou très peu. J'en peins toutes mes toiles avec une éponge. Le sèche-cheveux qui revient. C'est mon ex-métier de coiffeur qui reste toujours là. Parce que l'avantage de l'acrylique, c'est ça sèche un petit peu plus vite, alors qu'à l'huile, on est obligé d'attendre justement. Donc c'est un atout majeur pour moi pour aller un petit peu plus vite dans le domaine de la peinture. Vous en avez fini avec les cheveux? J'ai encore quelques amis comme ça, histoire de rire, mais bon, voilà. Et donc, reparlez-nous un petit peu de votre quotidien dans l'atelier. Donc, combien de temps il vous faut pour élaborer une toile? Combien de couches? Quelle peinture? Alors, à savoir, déjà, je ne commence jamais une toile pour finir une toile. J'en ai toujours une dizaine de commencés en chantier. Ce qui fait que, je suis incapable de dire. Là, j'ai fait les 14 toiles en 2 mois, à peu près, de avril à fin mai. D'accord. Donc oui, vous attaquez à plusieurs toiles en même temps. Voilà, et là, je vois, après l'expo, je vais prendre un petit peu de réflexion, de recul. Et juillet-août, je vais me mettre à peindre beaucoup, puisque dès septembre, je m'en vais à Canet-Roussillon. J'ai Lyon qui se présente, et puis au mois de juin, Saint-Nazaire. Donc, de nouveaux projets en perspective. Des nouveaux projets, oui. Est-ce que vous avez des ratés de temps en temps?
Ben, je peux pas dire raté, mais quand une toile est à moitié faite et qu'on ressent plus, on la met un petit peu à l'écart. Et puis un jour, ça y est, on repart, on a retrouvé le fil et puis c'est reparti. Non, non, pas beaucoup de rejets. Pour en revenir à votre expérience russe, c'est une expérience qui vous a permis de devenir artiste international. Est-ce que c'est une consécration pour vous? Ouais, au-delà de la consécration, de la reconnaissance de ma peinture, j'ai adoré ces échanges justement où il y avait beaucoup d'humanisme et de chaleur humaine. Et on se rend compte justement, même sans parler l'anglais ou le russe, le mot amitié prend des forces extraordinaires dans ces moments-là. Et puis, bah, c'est vrai qu'en avril, j'étais reçu royalement pour ma première exposition internationale. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir. Est-ce que vous avez des projets, des rêves que vous voulez réaliser, des pays que vous voulez traverser Oui, j'ai déjà une situation d'une amie qui est à Chicago, qui va peut-être venir en juillet, qui a des enfants qui sont atteints du syndrome de William, et j'envisagerais bien de faire une expo à Chicago avec la vente qui irait justement à cette association qu'elle a montée. Voilà, ça me permet d'aller au-delà des frontières, et ça me plaît bien. Je parle pas américain non plus. Mais ça s'apprend. Oui, oui. Oui, oui. Et parlez-nous aussi de vos thèmes. Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection, des thèmes que vous voulez aborder plus que d'autres Non, parce que là, on a vu qu'il y avait pas mal d'abstraits, mais vous pouvez faire autre chose que ça. je ramène de temps en temps des images comme ça, un petit peu figuratives avec l'abstrait. Par exemple, là, je m'en vais dans le Roussillon, dans le Midi. Il y aura peut-être autour du vin, vraisemblablement. À Saint-Nazaire, je pense que ça sera autour de l'eau, du bleu. Donc voilà. Après, ça va se construire au fil du temps et je ne sais pas trop à l'avance comment ça va se faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? De rêver toujours, puisque au Canada, ils disent que quand on rêve plus, c'est qu'on est vieux. J'ai 65 ans, il me reste 50 ans à vivre, donc j'espère que je vais les faire autour de la peinture. Yvon de la Vouillette, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre exposition est à découvrir jusqu'au 18 juin à la chapelle Saint-Lazare à Angers, de 15h à 19h. Et si vous voulez découvrir un peu plus amplement l'univers d'Yvon de la Vouillette, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet, un site qui s'affiche en bas de votre écran. Restez avec nous sur Angers Télé, on se retrouve dans quelques instants pour évoquer la pièce de théâtre Caligula de la troupe La Galerie. Caligula, la célèbre œuvre d'Albert Camus, revisitée par la troupe de théâtre amateur La Galerie, une pièce à découvrir les 19, 20, 21 et 22 juin prochains au théâtre du Champ de Bataille à Angers. Pour en savoir plus sur cette œuvre, nous recevons Nicolas Boutillier de Saint-André, metteur en scène, et Xavier Ginoux, comédien et responsable de la scénographie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors dites-nous dans un premier temps ce qui vous a motivé à choisir cette œuvre. Eh ben, c'est un choix. L'an dernier, en 2013, c'était les 100 ans de la naissance d'Albert Camus. Donc on a trouvé dans un premier temps intéressant de quelque part rendre hommage à cet écrivain. Et puis on souhaitait aussi, par rapport aux pièces précédentes qu'on a pu présenter, avoir une œuvre un peu plus conséquente dans l'écriture. Voilà. Puis on a choisi Albert Camus. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une copie de l'œuvre initiale ou est-ce que vous éloignez un petit peu ? C'est une adaptation de l'œuvre. Exact. Exact. Oui. Oui. D'accord. Il y a peut-être 2-3 mots qu'on a changés pour être plus moderne. Mais oui, on la monte pas intégralement. C'est ça aussi. Oui. Voilà. Une partie ? Une partie. On ne pouvait pas se permettre. Ouais. Pardon ? Oui, on fait des coupes. Oui. Ouais. C'est pas simple. C'est pas simple. Et puis comme on est une troupe aussi, faut que tout le monde puisse avoir son compte dans le texte aussi, enfin une présence aussi pour jouer. Donc fallait aussi orchestrer tout ça. Et puis c'est un texte très riche. Alors dès qu'on en enlève un bout, on est là, oh non, pas ça, parce que c'est bien. Et ça, c'est dur à faire. Ouais. Mais ça aurait été trop long. Alors, de quoi ça parle, Caligula ? C'est l'histoire d'un empereur
qui est parti. Il est parti parce que sa sœur est morte. Alors oui, sa sœur est morte. Et les empereurs, les patriciens, enfin ceux qui sont très proches, qui forment le, c'est pas un gouvernement, mais la plèbe, s'inquiètent qui va gérer les affaires. Et il revient, et là. Et ben là, très vite, il change de comportement. Et d'un empereur qui paraissait juste, qui paraissait loyal, qui paraissait parfait, qui convenait à tous les patriciens qui avaient l'habitude d'un fonctionnement, on va dire, normal. Et ben là, il commence à avoir des comportements insaisissables, qui très vite font dire aux gens qu'il devient fou, qu'il devient tyran, et très vite, il a ces comportements-là. Après, qu'est-ce qui le motive à être comme ça? Est-ce que c'est juste une folie pure, une quête d'ego, de pouvoir, d'argent? Eh bien, pas forcément. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la pièce que oui, il a des comportements de fou, de tyran, mais qu'au fond de ça, il est peut-être pas tellement fou, mais la vie lui a fait développer une sensibilité qui fait que du coup, il relève l'absurdité de la société. Et il dit, ok, vous voulez vivre comme ça, vous pensez que ça c'est bien, eh ben, on va poursuivre la logique de ça jusqu'au bout. Et on va voir ce qui va se passer. Et que peut-être être heureux, c'est ça. C'est poursuivre la logique jusqu'au bout. Alors du coup, il arrive dans des comportements fous, incroyables. Donc vous êtes actuellement en pleine répétition? Oui. Comment ça se passe? Les répétitions, là, ce sont surtout ce qu'on appelle des filages. Donc on joue comme en condition spectacle, comme s'il y avait des spectateurs. Mais bien avant ça, il y a eu des lectures. Donc 10 comédiens pour cette pièce-là, racontez-nous un petit peu, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Alors en fait, c'est un groupe qui a une dizaine d'années à peu près à la base. Avant, Nicolas est comédien co-professionnel pour une compagnie, la compagnie Gaïa. Et donc on avait l'atelier théâtral de cette compagnie. Et puis il y a 3 ans, vers 2011, on s'est dit, là, ce serait intéressant de devenir un peu autonome. Comme dans ce groupe-là, même si les personnes changeaient assez souvent, on avait à peu près la même vision du théâtre qu'on avait envie de faire ensemble. On s'est dit on devient autonome pour aller plus loin dans nos projets. Et ça donne par exemple de louer le champ de bataille, de l'avoir le théâtre du champ de bataille dans la Doutre à Angers, de l'avoir pendant une semaine, un peu en résidence, pour jouer. Alors il faut aller plus loin parce qu'il faut le louer, il faut faire de la communication, il faut aller plus loin dans les projets. Donc c'est plus compliqué, mais ça nous permet de vivre notre passion un peu plus intensément. Les personnes qui la composent sont des professeurs, des instituts, des animateurs, des cadres. Donc c'est comme un hobby pour eux. Ouais, c'est ça. C'est un loisir. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, il y avait un groupe de comédiens, plus un metteur en scène professionnel qu'on prenait pour être garant de la qualité du projet, on va dire. Et puis de plus en plus, on a ouvert le projet à d'autres artistes. Donc pareil, bénévoles, amateurs, mais dans leur discipline. Donc on a un vidéaste, on a un photographe, on a une scénographe justement, on a une chargée de communication, plein de personnes, un musicien, notamment cette année un musicien qui a fait toute la création musicale et sonore du spectacle et qui la joue en live. Et là, ça amène quelque chose d'assez percutant, d'assez rock'n'roll à la pièce. Quelles sont les contraintes que vous avez pu relever en tant que metteur en scène ? Contraintes déjà dans la distribution, c'est-à-dire qui allait prendre tel rôle, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages que de comédiens qu'on avait, donc déjà ça. Et puis après, dans le jeu, dans la direction d'acteurs, il y a eu des fois, ça frottait un peu. Là où il est très fort, Nicolas, c'est qu'il arrive justement à s'adapter à un groupe constitué en plus. Ça fait longtemps qu'on fait ça, qu'on se connaît. Et même si tous les jours, tous les ans, des nouvelles personnes arrivent, on a un groupe assez fort. Et Nicolas, il a ce don-là, mais oui, c'est un don, d'arriver à prendre le groupe en finesse. Et jamais il rentre en conflit en face à face, brutal. Hop, il nous emmène toujours là où il veut. Hop, si ça prend du temps, ça prend du temps, mais il arrive toujours à le faire. Et du coup, ça fait que le groupe et lui-même n'est pas frustré en général. Les gens ont leur place et tout se fait en finesse. Et en jeu d'acteur, je pense que tu arrives à nous emmener loin grâce à ça notamment. Et il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de... voilà. Et ça, il est très fort là-dessus parce que c'est pas le cas de toutes les compagnies ou tous les metteurs en scène, quoi. C'est une subtilité qui est assez forte dans ce type de groupe-là, quoi. Donc vous êtes comédien depuis combien de temps, vous ? Assez récent, en fait, 2009 à peu près, 2008-2009. Et comment est-ce que vous êtes découvert cette passion ?
J'ai toujours été beaucoup attiré, et après j'ai pas toujours eu le rythme de vie qui permettait de pratiquer du théâtre toutes les semaines, notamment avec un groupe régulier dans l'année, et dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et puis ça fait vers 2009 que j'ai connu ce groupe-là, et depuis j'y suis toujours, avec des fois des alternances un peu, mais je le quitte pas, il se passe quelque chose de chouette dans ce groupe-là. Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait de jouer la comédie? Moi, le théâtre, je trouve que c'est un bon moyen de se connaître un peu plus, déjà. Donc de connaître d'autres, mais de découvrir plein de choses, de se tester, de s'apprivoiser un peu d'une manière personnelle, en passant au travers de rôles, au travers de différentes activités, parce que ça nous emmène à faire pas mal de choses. Et c'est un très bon moyen, le théâtre, de raconter des choses, de dire des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire dans la vie de tous les jours. Et là, oui, on peut se permettre d'être fou, on peut se permettre d'être cruel, on peut se permettre d'être euphorique, on peut faire des choses qu'on ne peut pas se permettre pour les codes de société de faire tout le temps. Nicolas, vous êtes accompagné d'une scénographe pour cette pièce-là. Quel est son rôle et en quoi il se distingue du vôtre? Elle réfléchit par rapport à la pièce, comment, donc scénographiquement, comment rendre le plateau, j'allais dire décoré. Oui. Voilà. Après, on parle de scénographe, mais il y a aussi une costumière. Et ça, ce sont des réflexions par rapport à ma place. Ça m'enlève des épines du pied parce que ça me permet de ne pas forcément y penser et de m'attacher vraiment aux comédiens. Après, on a toujours une relation entre la scénographe. On se consulte tout le temps et on échange pour avoir les avis. Voilà, ça fonctionne, ça c'est OK. Et cette pièce, alors, à qui elle s'adresse? À tous les publics. À partir de ce qu'on disait tout à l'heure, au collège. Est-ce qu'il faut être fin connaisseur?